Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui a dans le cœur non pas une petite fille oubliée mais plutôt une tripotée de monstres fantastiques et merveilleux. Ça explique d'ailleurs sans doute pas mal de choses, mais passons des monstres donc répondant au doux nom évocateur de l'homme invisible, du monstre de Frankenstein, de la créature du lagon noir, bref, tous ceux qui appartiennent à la grande famille de ce qu'on appelle les Universal Monsters, classiques d'entre les classiques du cinéma qu'Universal donc tente de réanimer avec toute la vigueur du désespoir pour avoir à son tour son univers étendu à lui. Y a pas de raison, ça commence avec La Momie, étrange objet filmique dans lequel se retrouve embarqué Tom Cruise, ce qui va nous amener à nous poser la question qui tue en deuxième partie de cette émission. Cruise, le contrôle fric d'Hollywood, est-il en train de perdre la main sur son destin ultra maîtrisé avec cette chose? On va tenter d'y répondre avec les trois ghouls déchaînés de la critique réunis ici à l'antenne Paris. Daniel Andreev, salut Daniel. Bonjour Thomas. Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Mais salut Thomas. C'est nos ciné, vous êtes cons, épisode 90 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Ils sont intenables. On commence donc avec cette Momie, remake du célèbre film du même nom de 1932 avec Boris Karloff, pas le premier de mémoire récente d'ailleurs, puisque déjà en 99, Universal avait tenté le coup en démarrant une trilogie avec ce pauvre Brendan Fraser. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles d'ailleurs? Bref, ici c'est Tom Cruise qui tient le haut de l'affiche en incarnant Nick Morton, soldat américain envoyé dans le désert irakien pour mettre la misère aux terroristes et qui va se retrouver confronté à des pouvoirs ancestraux bien plus inquiétants. Welcome to a new world of gods and monsters. Et le film est réalisé par Alex Kurtzman, qu'on connaît surtout comme compère de J.J. Abrams et Jon Favreau, dont il a coécrit et produit un certain nombre de choses à la télé ou au cinéma. C'est son deuxième long métrage, et outre Tom Cruise au casting de La Momie, il y a Sofia Boutella dans le rôle titre, ou encore Russell Crowe. On dit un mot rapide du film, après on évoque plus en détail la trajectoire que prend la carrière de Cruise en ce moment. Qui veut commencer? Julien, tu me regardes. C'est un excellent film. C'est vachement bien. C'est vachement Non, c'est bien, c'est bien. C'est carré. C'est très bien réalisé déjà. C'est intelligent. C'est une bonne production. Ouais. Non, c'est la grande maladie d'Hollywood, je trouve aujourd'hui. C'est cette obsession des univers étendus, mais qui montre bien que les financiers ont pris le pas sur les vrais producteurs là-bas. C'est-à-dire qu'on est sur la prospection. Donc, si un studio a un univers étendu qui est bien installé, qui a un public fidèle qui le suit, ben, je pense que l'action va grimper, quoi, et que c'est intéressant pour les mecs qui en ont beaucoup. Voilà, du coup, ils sont tous en train de courir à ça. Alors, il faut quand même rappeler que c'est la deuxième fois que c'est la seconde tentative d'Universal pour essayer de créer un univers étendu. Il faut le rappeler parce que ne le rappelle pas. Ils veulent essayer de l'enterrer. C'est Dracula Untold qui est sorti, alors il y a 4-5 ans, un truc comme ça, et qui était horrible, mais qui se terminait dans le monde contemporain, parce que c'était sur les origines, on va dire, de Dracula. Ça se terminait dans le monde contemporain, et ça annonçait tout un tas de suites qui ne sont jamais venues. Donc là, ils essayent on oublie tout, on recommence, là, et on cache ça sous le tapis, et ils essayent de reconstruire un truc qui essaye très curieusement, en fait, finalement, et c'est là où on voit à quel point ils sont dans un mode de pensée totalement aberrant, d'enquiller plusieurs strates de blockbusters. Donc, tu as la strate Universal Monsters, sur laquelle on a essayé de rajouter donc, la strate univers étendu, donc, ce qui déjà est totalement incohérent quand on connaît un peu l'Universal Monsters. Et puis, en plus, il y a la strate film avec Tom Cruise. Un peu de Tom Cruise aussi d'ailleurs, et tout ça te donne une espèce de bouillie informe et infâme dans laquelle tu ne retrouves absolument pas tes petits, tu sais jamais ce que c'est en fait, tu sais jamais ce que tu regardes, tu sais jamais si tu dois rire, pleurer, tu pleures beaucoup en fait au final. Tu es méchant. Tu sais quand tu dois rire et tu sais quand tu dois pleurer, c'est pas le problème justement. Le problème c'est que ça marche pas du tout en fait. Tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'il y a de l'humour dans le film. Il y a la volonté de faire quelque chose de. C'est-à-dire, tu parlais c'est un remake du film de 32, c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que quand tu regardes le film, c'est Officiellement, c'est ça. Ouais, officiellement mon cul. Et le truc c'est que officiellement ton cul si tu veux, mais c'est voilà, ça quand même. Non mais justement, en l'occurrence, c'est un peu le problème, c'est que quand tu regardes le film, c'est qu'il y a cette espèce de volonté de partir à la base sur ce qu'était justement La Momie avec Brendan Fraser de Steven Sommers. C'est ma foi un film sympa. Très sympa, bon, tu vois. Qui pillait bien le script de King Kong de Jackson. Bien sûr, mais qui avait au moins le mérite de combler un vide avec l'aventure fantastique à l'époque à la Indiana Jones, entre guillemets, quoi, même si c'était pas évidemment pas de ce niveau-là. Mais enfin bon, à tout prendre, je préfère La Momie à Indiana Jones 4. Le truc, c'est que ça essaye de partir un peu dans cette direction pour finalement dériver en simili-film d'horreur à l'ancienne. À la Loup-garou de Londres, un petit peu. Voilà. Et puis avec... parce que t'as le mec qui lui parle, mais le truc, c'est que t'as aussi
aussi, enfin, t'as des espèces d'incursions un peu bizarres dans le cinéma de Fulci. Avec les zombies aquatiques, ce genre de truc où je pense que c'est pas du tout leur référence, mais en fait, quand t'es un peu cinéphile de films d'horreur, tu vois ça et en fait tu te dis merde, c'est vraiment, qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi. Un personnage de monstre en fait finalement avec comment elle s'appelle, Sofia Boutella qui est ma foi, mais moi je trouve que c'est une femme magnifique en fait, elle a un charisme énorme et tout, mais qui a un rôle de merde quoi dans le film quoi, c'est-à-dire que mais tu sais, c'était dès le début, hein, dès qu'ils essayent de t'expliquer, tu l'as pas vu le film, toi? Non, moi je suis seul à pas l'avoir. Voilà, ouais, c'est heureux homme. mais c'est dès qu'ils essaient de t'expliquer l'histoire de la momie, un peu comme ils le faisaient au début justement du film de Sommers, mais pour le coup avec une voix off et qui est celle de ce brave Russell Crowe là qui vient payer les sous pour l'andouillette. Le truc, c'est que voilà, enfin, c'est complètement aberrant. Dès ces 5 minutes, en fait, dès ces 5 premières minutes, t'es à dire, ok, j'ai même pas envie d'être là, en fait. Les mecs, donc, faire 10 films derrière avec, comment dire, Jake Gyllenhaal, L'Homme Invisible, Bidule Machin, La Bride of Frankenstein et tout, c'est mort, quoi. C'est mort. Et on a envie de leur dire bon courage, surtout. Ça va être compliqué. Alors, le truc, c'est que Julien précise qu'en gros, il y a cette logique de Dark Universe qui est quand même clairement affiché dès le film, pas dans le film, mais dans le logo et dans le market autour du film. C'est-à-dire qu'ils t'ont fait la photo avec tous les acteurs qui vont être dans les prochains films. Ouais. Ils t'ont fait le logo Dark Universe, c'est-à-dire t'as la Terre d'Universal qui se retourne comme la face cachée de la Lune, mais ils ont pas compris que c'était la Terre depuis 75 ans, mais c'est pas grave, tu vois. Et ils te montrent le Dark Universe pour t'expliquer, voilà. Et comme ils ont plus ou moins conscience, parce que là ils sont un peu emmerdés, ils ont quand même ils ont le tracking qui, au moment où on parle, le film n'est pas sorti aux États-Unis, ils ont le tracking en fait qui est en train de en gros leur expliquer que leur univers étendu, ils vont peut-être se le mettre un peu là où je pense quoi. Le problème c'est que en gros ils sont en train de dire on va peut-être faire des petits films aussi avec. C'est-à-dire qu'en fait on peut tout faire avec Dark Universe, on s'en fout, on peut faire des petits budgets. Donc là, ils ont annoncé Bill Condon sur Bride of Frankenstein. Le mec a réalisé, parce que c'est le mec qui a fait La Belle et la Bête, qui a fait Kingsley, qui a fait tous ces films-là. C'est le mec qui a réalisé Gods and Monsters, pardon. Donc c'est quelqu'un qui connaît la carrière de James Whale, c'est quelqu'un qui peut éventuellement faire une référence à ça. Mais pour moi, en fait, c'est perdu d'avance. C'est-à-dire que comme il y a un certain lion qui est censé être Tom Cruise, et on va revenir là-dessus après que Daniel, je pense, en ait donné son sentiment sur le film, comme tu as un espèce de lion qui est Tom Cruise, je vois même pas comment ils peuvent faire rentrer vraiment ça. C'est-à-dire que pour moi, si je comprends bien la logique des choses, Tom Cruise est censé être dans Bride of Frankenstein. Tom Cruise est censé être dans L'Homme Invisible. Pourquoi faire ? Pour quelle logique ? C'est très très étonnant. Il y a un twist à la fin, mais je pense qu'à cette table, personne n'a compris ce que c'était exactement. Non. Alors, donc truc, c'est que... Alors, t'as peut-être ton opinion, toi. Alors, je vais te dire un truc. Je pense que le twist dans ma tête est beaucoup plus beau que ce qui va avoir lieu. Ah, mais vends-le à Universal. Ne nous le dis pas. Ne le dis pas à nos ciné. Fais payer ton savoir. Je vais vous dire, les mecs, vous avez embarqué tout de suite sur le Dark Universe. J'y suis allé en tant que fan de Tom Cruise parce que je suis fan vraiment de Tom Cruise. J'adore analyser sa carrière. Et donc j'y suis allé sans savoir qu'il y avait de Dark Universe. Moi, je suis allé, j'ai échappé à toute la promo. J'y suis allé vraiment normal. Candide. C'était notre Wonder Woman. Première surprise, je vois Alex Kurtzman, réalisateur. Je fais putain de merde, parce que c'est quand même l'auteur de Transformers et de toutes ces merdes. Quoi. Non, l'auteur de Transformers, c'est Michael Bay. Arrête maintenant. Non. C'est l'auteur de Star Trek. Oui, mais le mec qui c'est l'auteur de The Island, si tu veux. Mais bon. Voilà, c'est le mec qui a participé à tous ces cacas. Et donc Transformers, c'est bien. Non, déjà eu. Mais c'est bon, 10 ans sont passés, on peut le dire. Maintenant, Transformers, c'est bien quand même. Non, c'est de la merde. C'est gênant. C'est de la merde. C'est moche. Passons. C'est moche. On y reviendra, Stéphane. Mais revenons-en à la momie. C'est l'objet d'une prochaine émission. Et là, tout d'un coup, je vois Russell Crowe. Donc, je suis toujours content de voir Russell Crowe. Et j'adore Russell Crowe quand il joue un peu dans des trucs un peu de nanardeux. The Man with Two Fists, The Man with the Iron Fist de Reza, donc, tu vois, où il jouait une espèce de maître d'arts martiaux qui fait des cunis subaquatiques, tu vois. Donc, vraiment, quand il est plus proche du nanar, j'adore Russell Crowe, quoi. Et là, il est pas. J'adore Russell Crowe quand il joue bien. Hein. Non, c'est bien aussi, non. Non, je trouve qu'il. Non, tu sais, dans LA Confidential, c'est pas mal. Hein. Je trouve qu'il joue. Non, mais je trouve qu'il joue toujours bien. C'est toujours un acteur. Tu le payes, il reçoit son chèque. Sam Raimi, je sais pas. Tu payes, il reçoit son chèque et il est content d'être là. Et il fait son taf. Russell Crowe, fait pas ça pour l'argent. Il fait ça pour l'andouillette. Non, mais tu le sais. Il a pas l'air très content d'être là. Laisse-moi finir sur la momie. Mais laisse-moi finir sur la momie. Et le truc, tout d'un coup, et je vois Russell Crowe qui commence à avoir les yeux rouges mais gorgés de sang et je fais qu'est-ce qui se passe ? Ah ouais, parce qu'il faut préciser. Et parce que je ne savais pas que tout d'un coup il dit oui, je m'appelle Mr. Hyde et il s'appelle Mr. Jekyll et je fais
Et là, je m'accroche à mon siège, je fais oh là putain, ils vont nous coller Jekyll and Hyde dans le même film, mais à quoi bon? Où ils vont? Et en fait, Jekyll and Hyde est un espèce de laboratoire quelque part dans Londres où il fait des expériences sur des humains et sur lui-même en particulier. Ça n'a aucun sens. Andreev, ton numéro de Candide ne marche pas. Eh ben, écoute, tu sais quoi? Ce film dont je n'attendais rien est devenu un cosmonanar. Et en fait, je regrette presque qu'il n'en ait pas plus fait. Genre carrément, c'était la ligue des Tom Cruise extraordinaires. C'est vrai. Et franchement, ce que tu pointes, c'est vrai, parce que le problème, c'est que c'est censé être dans un film qui lance l'univers, le Dark Universe, et en fait, en gros, t'as Jekyll et puis basta, quoi. En gros, t'as plein de caméos avec la créature d'acteur. Mais ça, on s'en fout, c'est des easter eggs. Mais Daniel a raison. Pour peu que tu vois pas, pour peu que tu les passes, ça passe au-dessus de ta tête, tu vois rien, quoi. Mais je pense qu'ils auraient dû une des issues possibles, et ça aurait peut-être pu être fun, on sait pas, c'est d'y aller à la foumoila là, et puis de foutre tous les gloumouts d'un coup, et puis ça aurait été la grosse foire des monstres. Ce film existe, ça s'appelle Van Helsing. Non mais attendez les mecs, vous vous rendez pas compte des potentiels. On aurait pu faire un crossover avec la planète des singes, avec des singes sur des chevaux avec des mitraillettes. C'est la Fox, c'est pas le même studio. Non mais tu vois, je veux dire, maintenant que Spider-Man il est avec Marvel, à la limite, si tu voulais, t'aurais pu avoir Wanted avec Angelina Jolie qui apparaît au milieu, t'aurais pu avoir Retour à le futur, avec des balles qui font des virages. Restons chez Universal. Mais et donc la fin est essentielle dans la carrière de Tom Cruise, parce que qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, et on peut pas en parler vraiment sans révéler ce qui se passe. Faut qu'on spoil un peu. Mais c'est l'expression de. Il devient littéralement la nouvelle momie, en fait. C'est lui qui devient la momie. C'est ça que t'as compris. Moi, j'ai compris ça. C'est pas très clair. Hein. Mais c'est pas clair, puisque ensuite il continue à refaire du cheval en mode Uncharted, genre je suis beau gosse sur mon cheval. Ça n'a aucun sens, parce que en fait, ça n'aurait un sens s'il nous avait pas fait encore un happy ending où il est là sur son cheval dans le désert. Et en fait, il est devenu littéralement immortel. Donc quel est l'intérêt de Tom Cruise immortel, si ce n'est de devenir encore plus immortel que dans tous les films qu'il nous a vendus. Et je pense par exemple à Valkyrie, où il est devenu plus fort que la mort encore. Enfin, tu vois, à chaque fois, il a toujours Valkyrie, il est plus fort qu'Hitler. Oui, plus fort que la mort. En esprit. Plus fort que la mort. Et ou par exemple, je pense encore à Mission Impossible 3, où il revient d'entre les morts. Et c'est un film nul, hein. On est tous d'accord. Mais par contre, si tu t'intéresses à la carrière de Tom Cruise, c'est hilarant. Ouais, enfin, c'est un film nul, et c'est un film nul de Tom Cruise nul aussi, parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire que je préfère le voir dans des bons films, c'est sûr. Hein. Non, mais même au-delà de ça, je veux dire, le truc, c'est que t'as cette logique, et c'est peut-être un peu le sujet sur lequel on va peut-être balancer derrière. Tout à fait. C'est que quand tu regardes un film comme La Momie, t'as l'impression que les mecs se disent, ok, donc les Universal Monsters, Universal, ça fait des années qu'ils essayent de les relancer. Ils ont essayé avec Van Helsing, ils ont pas réussi. Je pense qu'ils ont essayé avec le Wolfman avec Benicio del Toro à l'époque. Bon, voilà, le film a coûté. Mais comment c'est possible qu'on n'arrive pas, alors qu'il y a Underworld qui arrive à faire 4 épisodes? Mais Underworld, ça coûte 30 balles. Le Wolfman avec Benicio del Toro, c'est un film où le réalisateur s'est barré une semaine avant le tournage. Donc le problème, c'est que d'un seul coup, ça coûte très très cher d'aller chercher un remplaçant. Et puis ça a coûté cher à la base. Voilà, et d'aller faire le film derrière, parce que en plus ça se passe à l'époque victorienne, tout ça. Donc le truc, c'est que bon, il y a des problèmes dans ce film, mais de Joe Johnston, c'est finalement lui qui a repris le film. C'était Marc Romanek qui devait le faire au début, enfin à la fin des années 2008-2009 par là. Ça s'est planté parce que ça coûtait très très cher. Il y a le Dracula Rising dont parlait Julien en 2013, je crois, c'est ça. Et il y a celui-là. Et t'as l'impression qu'en fait, au bout d'un moment. Il y a eu Frankenstein aussi entre temps, il me semble. Bah alors, pas chez eux. C'était pas chez eux. Non, il y a eu le Frankenstein de Branagh dans les années 90. Non, mais entre temps, il me semble que depuis, il y a eu un. Alors, pas chez eux. Ils ont essayé d'en faire un avec. C'était un petit budget. Ils ont essayé d'en faire un avec Guillermo del Toro, mais justement, ils sont allés chercher Guillermo del Toro à l'époque pour Hellboy 2, à l'époque où il venait d'avoir sa nomination aux Oscars pour le Labyrinthe de Pan, et je pense que leur idée derrière, c'était de voir quelqu'un qui allait gérer justement comme le fait Alex Kurtzman en l'occurrence là, Dark Universe de l'époque, pour gérer tout l'Universal Monsters, parce que c'est entre guillemets la marque d'Universal en fait, c'est-à-dire que c'est la seule marque qu'ils ont vraiment et qui leur appartient vraiment, c'est-à-dire que Retour à le futur, ça appartient à Robert Zemeckis et Bob Gale, ils ne peuvent pas faire de suite, ils ne peuvent pas faire de remake, ils peuvent rien faire avec ça. Donc du coup, ils peuvent juste capitaliser sur Retour et Futur en termes de vidéos, tout ça, etc., d'anniversaire, de 30e anniversaire, tout ça, mais ils ne peuvent pas refaire le film. Universal Monsters, c'est le seul truc qu'ils ont vraiment qui leur appartient, où ils se disent on peut capitaliser là-dessus. Et ça fait des années qu'ils essayent de le faire.
Mais t'as l'impression qu'en fait, ça fait tellement des années qu'ils essayent de le faire, ça fait tellement longtemps qu'ils se sont plantés, qu'ils se disent, il nous faut du star power derrière. Et donc, on va ramener un mec comme Tom Cruise. Sauf que quand Tom Cruise se ramène là-dessus, il fait ce qu'il sait faire lui, c'est-à-dire, entre guillemets, ce qu'il a fait depuis 20 ans du Mission Impossible. C'est-à-dire, en gros... Courir très vite. Montrer son torse. T'as une scène comme ça, montrer son torse. Et puis, la fameuse cascade, tu vois, fait en dur, quoi, en réel, qui, pour le coup, alors ce n'est plus je m'accroche à un avion, ce n'est plus je monte le plus grand building du monde, c'est... je vous fais une scène de zéro gravité en zéro gravité, quoi. Voilà. Donc, alors moi personnellement, cette scène, il me manque un cinéaste derrière, donc je la trouve vraiment à chier, quoi. Je trouve qu'elle fonctionne pas du tout. Et puis mais il l'a fait en live, en fait, et c'est bien dommage parce que du coup, tu te dis putain, t'as un mec, en fait, t'as un acteur qui. Parce que tu te fous de la gueule, enfin tu rigolais. Sur Kurtzman non, pas, tu rigolais un peu sur Tom Cruise qui est plus fort que la mort. Qui est plus fort que la mort, mais il y a cette logique qu'on nous vend depuis maintenant 20 ans, 15 ans, 20 ans, et c'est important dans le personnage de Tom Cruise, dans le personnage public de Tom Cruise, c'est cette notion qu'il fait absolument tout lui-même, ses cascades lui-même, ses choses, enfin tous ces trucs-là. Et ça, moi je me rappelle, enfin en tout cas personnellement, la première fois que j'ai vraiment constaté que les mecs essayaient de vendre ça, c'était pour Mission Impossible 2 de John Woo. Où le moindre moment, en fait, c'est-à-dire le moment où il fait il fait de la grimpette là au début, c'est lui. Ce qui est assez évident, mais ça n'enlève pas que le mec, on peut lui mettre un harçon. Hein. Stallone l'a fait aussi pour quelques plans sur Cliffhanger, hein, donc voilà. Kenny Reeves dans Matrix. Voilà, et t'as le moment où comment il s'appelle, où on lui envoie un couteau à ça de l'œil. Alors que t'avais l'impression que c'est du numérique, quoi, quand tu regardes le film. Ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est que sur la promotion, il était strictement interdit de parler des effets spéciaux de Mission Impossible 2. Voilà. C'est ce qui en dit long sur la politique. Alors que maintenant, ils n'hésitent pas à mettre. Donc ça fait 20 ans que Tom Cruise en fait est plus fort que Tom Cruise. C'est ça la logique de Tom Cruise, quoi. C'est-à-dire, et il y avait carrément à l'époque de Mission Impossible 2, t'avais carrément un sketch comique, mais à la gloire de Tom Cruise, qui était avec Ben Stiller, qui était What is Tom Cruise, Who is Tom Cruise, etc., etc. Et c'était le cascadeur, le pseudo-cascadeur c'était pour les MTV Movie Awards. T'avais le pseudo-cascadeur de Tom Cruise qui était interprété par Ben Stiller de manière comique, quoi. Et donc t'as tout ce truc qui fonctionne à la gloire de Tom Cruise. Bon, ce qui peut se comprendre, hein, c'est vraiment une star à l'ancienne. Il a quand même encore ce star power qui est là, quoi. Mais il vient ramener en fait entre guillemets sa marque de fabrique, son bagage, son bagage dans un film qui, enfin, je veux dire, moi, La Momie, pour le coup, je peux comprendre qu'on essaye de te faire un film d'aventure, je peux comprendre qu'on essaye de te faire un film d'horreur. Mais alors, ce moment-là où on te fait de la zéro gravité, je ne comprends pas quel est l'intérêt de la scène en soi, en fait. Surtout, en termes je te disais que je suis allé vierge de ton ferment, c'est faux, parce qu'il y avait un trailer que j'ai vu, et c'est le fameux trailer qui a fuité sans le son, en fait. Sans le son, ah oui. Il est à pisser de rire. Cultissime. Il est pissé, je me le regarde de temps en temps, et ils font juste... Alors qu'il vient de se manger une chauve-souris dans la bouche. Il y a un truc sur la manière dont il vend ses cascades, en fait, Tom Cruise. Tu as complètement raison. Il y a un basculement, en fait, je pense, dans sa filmo, et ça c'est pour parler de Tom Cruise un peu plus en général. On peut dire qu'on a commencé à parler de Tom Cruise en lui-même. Ouais. Hein. C'est on que peut décréter qu'à partir de maintenant, c'est ce qu'on fait. Pour moi, il y a eu le basculement, ça a été pour un film qui s'appelle Night and Day, qui est le film qui, à mon avis, il aurait pas dû faire. C'est un film qui a eu une très longue gestation, qui a eu plus de 10 ans de gestation, et c'est un film que tu vois dans son rapport au spectateur, où tu sens que Tom Cruise a décidé de donner plus de Tom Cruise aux spectateurs qui n'en voulaient. Et ça se voit dans la manière dont il le joue, et je pense parce qu'il le film n'est pas il ne brise pas le mur, mais par contre, il s'adresse presque aux spectateurs. C'est un classique à côté de La Momie. Il ne joue, ah ouais, tu m'étonnes. Il ne joue pas avec Cameron Diaz. Il joue avec le spectateur. Et d'ailleurs, c'est tout le jeu d'ailleurs du film. Est-ce qu'il joue? Est-ce que c'est pas un jeu? Est-ce que c'est un jeu? Et je pense que c'est à partir de ce film où tout d'un coup, il y a eu une exigence de filmographie extraordinaire de Tom Cruise. On le répétera jamais assez. C'est quand même un mec qui a joué avec Michael Mann. Ça c'était bien avant. Justement. Oui, mais avant. Je te parlais avant. Ah oui. Kubrick. Enfin, vraiment, il avait une exigence extraordinaire. Et ensuite, il a eu un peu son possi à lui. Il a récupéré Christophe McQuarrie, qui est pas au summum de, qui est attends, il faut revenir un petit peu en arrière parce que je suis d'accord avec toi, mais je finis juste sur mon truc. Et donc il s'acoquine avec des mecs Kurtzman, des mecs qui à mon avis sont pas vraiment dignes, mais qui sont plus malléables. Alors je pense que dans sa dernière partie de filmo,
Il y a Doug Liman, je pense, qui est vraiment a tiré un peu son épingle du jeu, qui a tenté d'imposer un film, qui a fait vraiment un film de Tom Cruise sur Tom Cruise, je pense à Edge of Tomorrow, qui est un film vraiment sur le personnage Tom Cruise. Puis c'est littéralement un personnage qu'on va le voir mourir pendant des centaines de fois et qui va revivre à chaque fois. Pour le coup, c'est le personnage plus fort que la mort. Oui, complètement. Et je pense que c'est mais je pense qu'il y a toujours du grand Tom Cruise, même dans les films très mineurs. Même dans Oblivion, qui est un film C'est pas tout à fait vrai en plus, parce que t'as Jack Reacher qui casse quand même le moule juste avant, où tu sens que c'est Christopher McQuarrie qui l'a clairement chapeauté, dirigé vers un truc. Mais c'est la dernière fois que McQuarrie a fait. Et je pense aussi qu'avec McQuarrie, c'est lui qui mène le jeu. Et quand tu vois De Palma qui te parle de la gestation du premier Mission Impossible, c'est très clairement Tom Cruise qui mène le jeu et qui va chercher De Palma. Mais sauf que c'est Tom Cruise qui essaie de faire sa filmo. Ce que je disais, c'est qu'il essaie de faire sa filmo. Et là, en plus, c'est le coup de poker. C'est-à-dire qu'il va chercher Brian De Palma, qui était un peu au creux de la vague. Et il l'impose au studio. Et c'est vraiment un mec qui a écrit sa légende. Et maintenant, il est un peu en mode roue libre. Okay. Et la momie je pense qu'il faut qu'on reprenne un peu les trucs. Pour moi, un mec comme Tom Cruise, à la base, on part d'un acteur qui a une logique d'icône. Si on parle de l'acteur, vraiment, c'est-à-dire et l'acteur et la star. Si tu regardes Tom Cruise dans les années 80, on parle de Top Gun, on parle de Legend, on parle de Risky Business. C'est ça les films en fait qui ont enfin Cocktail, tu vois. Rain Man. Non mais Rain Man, exactement. C'est des films, pour moi personnellement, c'est des films qui ont atrocement mal vieilli. Mais je veux dire tous. Tous, même 4th of July. Non, mais là c'est là où on commence à rentrer avec un vrai cinéaste. C'est-à-dire que pour la première fois dans la carrière, c'est-à-dire que même moi qui adore Tony Scott, même un Top Gun et un comment dire un jour de tonnerre, j'estime personnellement que c'est les années pub en fait de Tony Scott. C'est pas ses films les plus personnels aussi. Non, clairement. Et le truc, de l'un ni de l'autre. c'est-à-dire que ce n'est pas le Tony Scott de Man on Fire ou de comment dire de True Romance. Mais le truc, c'est que Tony Scott a façonné Tom Cruise de cette époque-là. Je veux dire, c'est lui qui a filé le meilleur film de Tom Cruise, on va dire, de cette époque-là, c'est-à-dire les Top Gun et les Jours de tonnerre, qui pour moi sont les Cocktails, les Rain Man, les trucs, voilà. T'as beaucoup de gens qui t'expliquent, moi, je suis pas forcément d'accord, même si je suis pas fan de la performance de Dustin Hoffman dans Rain Man, t'as beaucoup de gens qui t'expliquent que le jeu de Tom Cruise dans Rain Man est est primordial en fait pour ancrer le personnage d'autiste de Dustin Hoffman. C'est compliqué à savoir. Le seul truc, c'est que c'était la première fois où on pouvait se dire, tiens, il essaye de briser un peu son image de Yuppie. Mais bon, ça va pas très très loin, quoi. Born, né un 4 juillet. T'es dur avec Rain Man quand même. Je pense qu'il y a une double au-delà de ça, franchement, revois le film, ça a super bien vieilli. Et le truc, c'est que c'est vraiment ancré années 80. Enfin, je veux dire, les gens qui délirent sur les années 80, t'as envie des fois de leur remettre des films qu'on a vus nous à l'époque, si tu veux, et de leur dire, vous voulez, c'est ça les années 80, les mecs, c'est pas que les tripes que vous avez, quoi, régressifs, quoi. C'est là, t'as un truc comme Rain Man. En termes de drame pur, ça fonctionne pas, c'est hyper beauf. Enfin bref, on s'éloigne un peu de Tom Cruise. Le truc que je voulais dire, c'est que effectivement Tom Cruise, qui est non seulement je pense un acteur à cette époque-là qui avait un vrai potentiel mais qui n'était pas atteint, est un vrai carriériste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a compris en fait qu'il avait, parce que Top Gun, ça fait 200 millions quasiment aux États-Unis à l'époque où ça sort. Tu fais le calcul aujourd'hui, c'est un chiffre Marvel, c'est monstrueux, c'est Avengers, tu vois. Et le mec, en fait, il sait que pour avoir une certaine pérennité, il faut qu'il aille chercher des réalisateurs. Et le premier pas, c'est effectivement Oliver Stone qui a fait Platoon, qui a été nommé aux Oscars, etc., et qui d'un seul coup refait un film sur le Vietnam avec un personnage qui a existé. Et Tom Cruise qui doit, pour la première fois, se fondre dans un personnage qui a déjà existé. C'est son premier film d'auteur. C'est son premier film avec un grand réalisateur, en tout cas, de cette époque-là. Et moi, personnellement, j'estime que même si je trouve que le film est très bon, Tom Cruise, c'est un peu le problème du film pour moi. Et le truc, c'est que Tom Cruise a essayé, juste après, je termine juste pour essayer d'aller jusqu'au bout de ma démarche, parce que pour moi, le vrai changement dans la carrière de Tom Cruise, il n'est pas justement un Night and Day, il est bien avant, et c'est sur le Kubrick. C'est-à-dire qu'en gros, il s'est fait une collection de cinéastes. Il s'est fait Sidney Pollack sur La Firme. sur La Firme. Il s'est fait Scorsese sur La Couleur de
quoi. La couleur de l'argent avant, Ouais, exactement, c'est vrai, pardon. C'était avant Dunkerque. On a tendance à l'oublier parce que c'est un film mineur pour Scorsese, mais Oui, mais voilà. pour Tom Cruise, c'était super intéressant. C'était Exactement, super bien intéressant sûr. de Et travailler puis avec face à Paul Newman. c'est pas rien. Il s'est fait, bon, Ron Howard, ça vaut ce que ça vaut, mais le mec, il a une À l'époque, pérennité. c'était son duo avec Hein Nicole Kidman, c'est un film problématique. Ouais, hein, mais il avait une pérennité quand même, si tu veux. Voilà. Il s'est fait De Palma, il s'est fait. Voilà, il allait chercher des cinéastes en fait qui allaient vraiment mettre en valeur. C'est vrai, la star Tom Cruise, mais aussi, comment dire, le révéler à lui-même. Voilà, faire des films qui sont des films de Tom Cruise, parce que quand tu regardes ces films de l'époque, et si tu réfléchis bien, tous ces films, La Firme, Mission Impossible, même si les films sont finalement assez différents, c'est des films qui sont vendus exactement de la même manière. C'est-à-dire, tu regardes l'affiche de Top Gun, de Days of Thunder, Jour de tonnerre, tu regardes l'affiche de La Firme, tu regardes l'affiche de Mission Impossible, c'est les putains de mêmes affiches avec la grosse gueule de Tom Cruise. À une époque, on faisait pas que ça comme affiche. Donc le truc, si tu veux, c'est que et Mission Impossible dont on parlait, c'est la première vraie prod de Tom Cruise qui s'associe avec son agent à l'époque qui était Paula Wagner. Ils ont monté leur boîte de prod et en fait c'est le contrôle absolu jusqu'à comment dire jusqu'à un moment donné où Brian De Palma leur a dit à l'époque les gars, il nous faut, si vous voulez vraiment faire un gros blockbuster, c'est sa première prod, hein, Julien. Il vérifie le mec. Tiens, attention. Il cherche autre chose. Ouais, et jusqu'à ce que Brian De Palma leur dise, les gars, il nous faut une scène finale. C'est pour ça que le film a été tourné début 95 et il est sorti finalement en mai 96 avec un retard alors qu'il devait sortir fin 95 pour une raison très simple, c'est que Brian De Palma leur a dit, il nous faut une scène finale très forte. Et c'est lui qui est revenu à la charge plusieurs fois pour leur dire on va faire la scène d'action finale dans l'Eurotunnel. Et qui voulait faire depuis le début, hein, De Palma. Qui voulait faire depuis le début, évidemment. C'est Robert Tone qui voulait merde. Voilà. Et c'est ce que je voulais dire par rapport à McQuarrie aussi, c'est que je vais terminer sur ça. Et Tom Cruise, en fait, intelligemment, en tant que producteur, s'est dit ok, on va faire cette scène qui, pour moi, je trouve, est restée dans les annales en termes de scène d'action. Mais le truc, c'est qu'effectivement, à l'époque, Tom Cruise était à coquiner avec Robert Towne. On parle de Christopher McQuarrie, mais son Christopher McQuarrie de l'époque, c'était Robert Towne. Et Robert Towne était en sous-main pour réécrire absolument tous les films. Il a réécrit La Firme, il a réécrit Mission Impossible, il a réécrit absolument tous les films en fait dans lesquels Tom Cruise était pour, si je peux me permettre, Tom Cruise isait les films entre guillemets quoi. Non, mais ce qui est très étonnant chez Tom Cruise, c'est que c'est à la fois. Tout le monde connaît son truc de contrôle fric absolu. Moi, j'ai une petite anecdote qui, je pense, est éloquente, donc je peux peut-être prendre 2 minutes pour la raconter. Mais j'étais allé visiter le Stan Winston Studio dans les années 2000, au début des années 2000, qui est en fait un studio d'effets spéciaux, qui a bossé sur Predator, les Jurassic Park, les Terminator, tout ça, et aussi sur Entretien avec un vampire. Et ils avaient un showroom absolument monstrueux où tu pouvais filmer absolument tous les monstres. Moi, j'y allais pour filmer, en fait. Et on pouvait tout filmer, sauf le mannequin de Tom Cruise d'Entretien avec un vampire. Ça, t'avais un vigile qui était là et qui t'interdisait formellement de filmer ça. Ce qui en dit, tu vois, hein, tu le vois, hein, ce mannequin dans le film, tu vois Tom Cruise abîmé de cette façon-là dans le film, mais c'était ahurissant de se dire, bon, bah, tu pouvais aller filmer Johnny Depp, enfin le mannequin de Johnny Depp ou d'Arnold Schwarzenegger, qui sont quand même au niveau du star power, ça se pose là et tout, mais pas Tom Cruise. Et ce qui en dit, je trouve, très très long sur le souci de contrôle du mec, parce qu'évidemment ça venait de lui ou des gens qui travaillent pour lui, hein, mais ça venait de lui. Mais ce qui est quand même totalement fascinant chez Tom Cruise, c'est que c'est un gars qui, avec ce souci de contrôle, qui date de très longtemps, c'est-à-dire que même quand il tourne dans Outsider de Coppola, tout le jeune cast est en train de faire la chouille, lui, il se met à l'écart des autres, il est très travailleur, il bosse pas, il était connu pour ça déjà à l'époque, il s'était isolé du groupe à cause de ça, même avec ça, c'est quelqu'un qui a toujours aussi cherché à des grands réalisateurs, parce que je pense que c'est un mec qui aime vraiment le cinéma, ce qui est pas si courant chez les grandes stars aujourd'hui, et il va chercher des grands réalisateurs pour, malgré tout, mine de rien, se mettre quand même un peu en danger. De façon contrôlée, certes, mais quand même pour se mettre un peu en danger. C'est vrai que quand il fait Entretien avec un vampire, c'est pas évident. On l'attend pas forcément là. Et puis il a des grands acteurs en face de lui aussi. Et pas seulement. Et là, c'est le comme truc, c'est ça. qu'il va aussi, encore une fois, il va chercher un mec comme Neil Jordan qui sortait de The Crying Game, qui était quand même un film qui était aussi nommé aux Oscars et tout. C'est pas, enfin, je veux dire, il y a un contrôle, mais il y a un contrôle aussi très calculé. Voilà. Mais il a quand même quand il fait Tropic of Thunder, c'est vraiment le risque. C'est le risque calculé ça, ultime. Pour moi, c'est encore une autre étape qui vient avec Magnolia et tout. Mais ce qui est super intéressant, c'est de voir justement cet équilibre que ce mec-là a réussi à trouver et qui est la clé
même pas de sa réussite, mais en fait du fait qu'il dure comme ça. Mais C'est quand même hallucinant qu'il soit encore là. Moi, j'ai à mon grand âge maintenant, ça fait 30 ans que je suis régulièrement le cinéma. Tom Cruise, il a toujours été là. Et il n'y a jamais eu vraiment de très longue période où il a disparu. C'est hallucinant. Tu penses. Tu as complètement raison, et je rebondis aussi sur ce que disait Stéphane, c'est qu'il y a eu plusieurs tournants. Là, je citais Night and Day parce que c'est mon Tom Cruise mineur malade préféré en fait. Mais il a vraiment eu un moment où vraiment, c'est ce que tu disais exactement, c'est qu'il choisissait ses réalisateurs, il choisissait des projets un peu audacieux. Tu as mentionné Magnolia, mais je pense qu'il y a aussi Jerry Maguire qui a été vraiment son tournant dans l'opinion américaine, puisque c'est le film de Tom Cruise dont les punchlines sont le plus ancrés dans la pop culture. You Complete Me, je te le dis en te regardant dans les yeux, Thomas. C'est vraiment, quand on va faire plus tard les résumés de la filmo ultime de Tom Cruise, ses hommages aux Oscars, puisqu'il n'a toujours pas eu d'Oscar, soyez en passant, ce qui paraît aussi incroyable. Ça va se terminer par Jerry Maguire, où c'est le film où il est le plus dégueulasse mais sympa. Et je pense que c'est presque le Tom Cruise emblématique de. Le seul vrai film, en fait, si t'es un peu honnête avec la situation, enfin la vie de Tom Cruise, y compris quand tu regardes comment s'appelle Magnolia, je suis désolé, moi que j'aime beaucoup. C'est-à-dire pour moi le seul film où en fait Tom Cruise est dégueulasse pour être dégueulasse, enfin entre guillemets, qui est complètement à la côté de la plaque, en fait, c'est Eyes Wide Shut. Ouais. C'est-à-dire que tu regardes. Mais même dans Collateral, on peut le sauver, quoi. Oui, mais même dans Magnolia, je suis désolé, mais t'as quand même toute une scène. Bien dans Magnolia. Il est super. Non, quand je parle dégueulasse, c'est le personnage. Non, j'entends en termes de rédemption, tu vois. Ouais, bah oui, justement, c'est ça. C'est qu'il a sa scène finale avec son père sur le bord du lit. Mais le truc, c'est que, voilà, pour moi, la vraie changement, en fait, dans la carrière de Tom Cruise, à la base, le premier changement, et là, je parle vraiment en termes de qualité d'acteur. C'est-à-dire que tu peux être une star, tu peux être un porte-manteau, tu peux être un porte-lunettes, ce que tu veux, des Ray-Ban, tout ça. Et Dieu sait qu'on a tous grandi à l'époque de la starification absolue de Tom Cruise, et on en avait marre quand on était gamin de voir toutes les gamines à l'école délirer sur Tom Cruise, la vedette de Top Gun, tu vois. J'en avais pas marre, je kiffais. Moi. Non mais enfin moi je sais qu'en tout cas ça me faisait un peu. Daniel. Non mais ça me faisait un peu halluciner. Je comprenais pas ce que les gens lui trouvaient, et je trouve quand tu revois ces films-là. Non mais à l'époque, à cette époque-là. Ouais. Non mais c'est surtout que c'est vrai. Même à l'époque d'Entretien avec un vampire, c'était un peu irritant. C'était pas un très bon acteur, quoi. Le film qu'il a cassé, le film qui en a fait, moi je trouve un bon acteur, un vrai bon acteur, c'est comment dire Kubrick, et c'est le seul réalisateur. Et c'est là où tu dis, dans la logique de Tom Cruise. Ah ouais, même Magnolia qui vient avant, c'est pas avant, c'est après. Justement, le truc c'est que recalculons en termes d'années, tu vois. Je veux dire, juste après Mission Impossible, qui est quand même le height en fait de son premier star power absolu, c'est-à-dire que le mec il produit tout, il fait tout, et il impose à De Palma le film qu'il veut faire, tu vois, même si De Palma intelligemment arrive à le contourner. Et moi je trouve que c'est un très grand film, Mission Impossible. Je trouve que c'est un très grand film malgré Tom Cruise. C'est-à-dire que en gros Tom Cruise, moi je le trouve pas terrible dans le premier Mission Impossible. C'est même te dire, je le trouve meilleur dans Mission Impossible 2. Ça, donc c'est chaud, hein. non mais honnêtement je le trouve plus à sa place. Même Tom Cruise que même, même si c'est un truc qui a la gloire de Tom Cruise, et il en avait besoin, Dieu sait qu'il en avait besoin après Eyes Wide Shut, tu vois. Je veux dire, il est plus à sa place, moi je trouve, dans Mission Impossible 2, Tom Cruise. Tu penses que tu veux le film que dans le premier Mission Impossible, ou dans le premier Mission Impossible, si tu veux, t'as un vrai, comment dire, suspense construit, pensé, mise en scène, etc., où lui est un peu, moi je trouve, il essaye de faire un peu le kéké, et c'est tout le problème que j'ai. Dans des hommes d'honneur, dans tous ces films-là, dans La Firme, j'ai l'impression de voir un kéké, y compris dans Entretien avec un vampire, que j'aime beaucoup, qui est, je trouve, un très bon film. Je trouve que c'est un kéké en fait, Tom Cruise. C'est un film que j'adore. C'est discutable, hein, voilà. Quand même. Écoute, c'est ma vue du truc en fait. Continue. Mais le truc que je veux dire, c'est que tu te retrouves avec Kubrick, qui est le réalisateur parmi les réalisateurs, qui se trouve en plus dans l'histoire du cinéma, c'est son dernier film, du coup on le savait pas évidemment à l'époque, mais même lui, mais voilà, mais bon, il était quand même déjà âgé, et puis il faisait un film tous les 10 ans, tu vois, voilà. Ça dure 2 ans le tournage, 2 ans et demi de tournage, des gros problèmes, ça a cassé son couple avec Nicole Kidman. Bon, il y a pas que ça, il y a aussi le contrat avec la Sciento, je pense aussi. Bien sûr, non mais bien sûr, mais on est d'accord, mais le truc c'est qu'à un moment donné, quand tu fais un film sur le couple, sur le fantasme, sur ce que tu es censé représenter toi en tant qu'acteur dans le fantasme des gens, tu vois. Ça en dit tellement long sur eux, quoi. Quand tu fais tout ça et que d'un seul coup, en fait, si tu veux, t'as un film où en plus tu joues un personnage qui est, moi, je trouve absolument exécrable, qui n'a rien compris à la vie, tu vois, et que même sa femme est obligée de lui expliquer littéralement ce que c'est la vie dans le plan final, dans la réplique finale, ce que c'est l'essence. Tu peux y aller. Non, mais l'essence de la vie, tu vois. Non, mais je vais pas le dire, les gens le verront, tu vois. Le truc, c'est que voilà, enfin moi je trouve que déjà un respect de la part de Tom Cruise d'avoir fait ce truc-là, mine de rien, même si c'est pour Kubrick et que du coup on peut dire que c'est un mec qui aime le cinéma. C'est un mec qui aime le cinéma. C'est un mec, calcule le truc, c'était quand même la plus grosse star de l'époque qui en gros a mis sa carrière en hiatus
sur la base, Sur 3 sur la foi cinématographique du plus grand réalisateur de tous les temps, si tu veux, de cette époque-là, vivant, tu vois. Je veux dire, c'était ça au Kurosawa. C'était ça au Kurosawa à l'époque. Qui était devenu un esclave, littéralement. Il l'appelait, et voilà, il avait ces 2 semaines de tournage, et c'était fini. Qui a mis, bon, ça, je pense que c'est pas nouveau chez les stars, mais qui a mis quand même son couple en danger pour le film, qui a fait ce film-là. D'un seul coup, je suis désolé, mais moi, personnellement, même si ça se voit pas forcément dans Eyes Wide Shut, je vois littéralement la différence dans Magnolia. C'est-à-dire que le jeu de Tom Cruise dans Magnolia par rapport à n'importe quel autre film qu'il a pu faire avant, où il pouvait jouer un personnage à rédemption, un personnage un peu dégueulasse, voilà. Et le truc, c'est que d'un seul coup, bon là, il va chercher d'autres réalisateurs qui, encore une fois, sont oscarisables, etc., etc. C'est Paul Thomas Anderson, c'est pas n'importe qui. Année cette année-là, la même année, il sort Eyes Wide Shut et Magnolia. Je trouve que c'est vraiment, enfin, il a une filmo. Ouais. Et le truc, c'est quand tu regardes, pour moi, le seul mec dans tout ce truc post Eyes Wide Shut, le seul réalisateur que j'ai du mal à comprendre, c'est-à-dire qu'il se tape Michael Mann, il se tape John Woo, même que peu importe ce qu'on pense des films, encore une fois, je veux dire, t'es Tom Cruise, tu veux John Woo, c'est normal. Je veux dire, John Woo, c'est un putain de réalisateur d'action. Tu veux Michael Mann, c'est normal, c'est un putain de réalisateur. Le seul que j'arrive pas à comprendre là-dedans, c'est Edward Zwick. c'est avec Le Dernier Samouraï. C'est le seul truc où je me dis, bon, qu'est-ce que ce mec fout là au milieu dans sa carrière. Qu'est-ce que ça voulait dire en termes de mythe Cruise? C'est le mec, le blanc qui vient sauver. Le film, tu parles du projet, mais moi je parle du réal. Le réal qui, même si lui-même a été oscarisé, enfin en tout cas, n'était pas oscarisé, mais c'était le Yes Man qui était là, disponible à ce moment-là. Non, c'est pas un Yes Man, c'est un mec qui a été nominé aux Oscars pour Glory et tout ça. C'est juste que moi je trouve personnellement que si t'as l'œil, on va dire, du metteur en scène, si t'as l'œil pour le metteur en scène, de toute évidence, Edward Zwick à côté de Michael Mann, John Woo, Kubrick, on n'en parle même pas, et même De Palma et compagnie, tu vois, ça se comprend pas. Et le truc après, c'est que moi, le sentiment que j'ai, et je pense il a commencé à perdre un peu de sa superbe. T'avais aussi Spielberg avec Minority Report. Oui. Merde quand même quoi. Et La Guerre des Mondes. Ouais, La Guerre des Mondes. Le moment où il a commencé à vraiment perdre de son star power, en premier lieu, je pense que ça a commencé en 2005 avec justement La Guerre des Mondes et avec tout le trip Sciento qui a eu lieu, tout le trip, le meltdown, on va dire entre guillemets, comme les médias américains aiment l'utiliser, pour en gros, si tu veux, il a viré sa publiciste qui était là depuis des années. Je crois pas dire de conneries, mais peut-être pas. Non, c'était peut-être l'année d'après avec Mission Impossible 3. Quand il a les Oprah Winfrey et tout ça. Ouais, voilà. Il y a eu tout ce meltdown en fait où en gros c'est sa sœur en fait qui a repris les rênes de son market en fait et qui l'a laissé faire en fait, qui a laissé entreapercevoir ce qui pouvait éventuellement vraiment être Tom Cruise, c'est-à-dire un type qui est hors de la réalité, quoi. Rappelons un autre truc à cette époque-là, c'est-à-dire qu'il était encore quand même dans un espèce de logique, moi je trouve, où il essayait d'avoir des vrais grands réalisateurs. C'est-à-dire que La Guerre des Mondes s'est fait de manière un peu étrange, un peu bizarre. C'est-à-dire qu'à la base, il devait faire Mission Impossible 3. Et Spielberg, il avait un autre film en tête, c'était quoi ? Je sais plus. Il avait un autre film, en fait, leurs 2 films ont été repoussés. C'est-à-dire qu'il devait faire Mission Impossible 3 avec Joe Carnahan, qui sortait de Narc, qu'il avait plus ou moins découvert à cette époque-là. Ce qui était encore une excellente idée, d'ailleurs. Voilà, et qui traitait de, je crois, il me semble, la traite des Blanches. Enfin, c'était un truc assez noir, en fait, assez sombre et tout en Afrique, et qui a été complètement, qui est tombé à l'eau parce que Carnahan s'est barré du projet. Il a dit, ok, vous voulez faire un film, je ne veux pas faire ce film-là, et il s'est mis à dos, en gros, la Paramount. Et Tom Cruise a été dans la merde. Spielberg, je ne sais plus ce que c'est le film, c'est chiant. Là. Je suis sûr que c'était un autre film qu'il a fini par faire après. Pareil, il se retrouvait avec un film, je crois que c'était Munich peut-être ou un truc comme ça, qui s'est fait repousser. Et du coup, ils sont partis faire La Guerre du Monde ensemble. Le film a été un très gros carton, mais pas au niveau de ce qu'on attendait. C'est-à-dire que même Spielberg, en off, a dit plus ou moins, à cause de la promo problématique qui était liée à Tom Cruise, le couch incident comme ils disent, le moment où il a sauté sur le canapé avec Oprah Winfrey, le moment où parce que c'est pas que ça, ça c'est ce qu'on retient visuellement, mais il y a le moment où il a tapé sur la psychiatrie avec la Sciento. Il y a la vidéo qui a filtré où il était devant la Sciento, il est sur scène et voilà, et puis c'est un marabout quoi. Ouais, puis t'as un autre moment où en fait en gros t'as une vidéo où il se met en avance et puis en fait il rigole comme un hystérique absolu. Enfin c'est un truc complètement aberrant. Toute cette période-là, en fait, si tu veux. Et puis après, il prend sous contrat Cathy Holmes, quoi. Donc, elle dure 5 ans. Voilà, pour se marier. Période, Voilà, c'était cette période-là. D'ailleurs, ça a duré 5 ans précis, genre jour pour jour. C'est un CDD. C'est un CDD. Voilà. Et le truc, c'est que le film a cartonné. Et en fait, il a enchaîné après avec J.J. Abrams, qui est
certes, c'était un showrunner de comment dire, bien en vue parce que le mec avait fait Alias et tout, pour Mission Impossible 3, mais c'est un réalisateur et c'est d'ailleurs Mais après, il te prend Brad Bird. Attends, je termine. Non, attends, faisons ça Tu dans nous l'ordre. fais l'historique Non, mais je te le fais dans l'ordre parce que c'est important. Après. Non, mais c'est important de faire l'historique pour expliquer comment le mec a pu perdre sa superbe et en arriver justement à la momie aujourd'hui. C'est-à-dire que le truc, c'est que quand il fait un Mission Impossible 3, il n'a plus un grand réalisateur d'action, quoi qu'on pense encore une fois de la qualité des films, hein, de John Woo, de Brian De Palma, que personnellement j'aime beaucoup les deux. D'un seul coup, en fait, voilà, tu te retrouves avec J.J. Abrams, qui est tout simplement un téléaste, en fait, et c'est pas même médire. Enfin voilà, c'est à un moment donné, tu fais un film qui est censé être un gros blockbuster d'action, qui doit en envoyer plein les mirettes, qui doit plus ou moins donner le là du cinéma d'action de ce moment-là, et bah en gros, t'as une série télé sur grand écran. T'as Alias. Et le film, voilà, et le film. Alors, le truc qui lui est arrivé, et ça c'est un gros problème parce que c'est aussi des questions pures de comment dire, de politique interne à Hollywood. Quand Mission Impossible 3 n'a pas fait le carton escompté, n'a pas fait le démarrage escompté, t'avais à l'époque le patron, parce que toutes les grandes stars ont des liens avec les studios, c'est-à-dire que Clint Eastwood a des liens avec Warner, et quand Clint Eastwood d'un seul coup, Warner lui refuse $1 Million Baby, bah d'un seul coup ça brise un peu les liens, alors que le film en plus est un carton, tu vois. Donc il y a plein de petits trucs politiques comme ça, et c'est arrivé à Tom Cruise aussi à l'époque de Mission Impossible 3 où la femme de Summer Epstein, qui était le patron de Viacom, à qui appartient Paramount, en fait, lui a dit: je n'aime pas Tom Cruise, il est détestable. Et d'un seul coup, en fait, Summer Epstein a décidé de ne plus signer le contrat de Tom Cruise, et il n'y avait plus personne derrière Tom Cruise pour, comment dire, pour lui signer des chèques en blanc en tant que producteur. Donc Mission Impossible 3 sort, se plante. Bon, moi personnellement, je pense que c'est plus ou moins mérité parce que le film est pas, se plante, façon de parler. En tout cas, c'est pas un très grand film, quoi. C'est clairement, pour moi, à mon avis, le moins bon même de tous les Missions Impossibles. Et qu'est-ce qui se passe ? Du coup, Tom Cruise se dit, je vais lancer mon propre studio. Parce que c'est ça qui s'est passé après Mission Impossible 3. C'est-à-dire qu'il a récupéré la United Artists et il a essayé de lancer avec Valkyrie et Lion et Agneau, c'est ça, deux films, en fait, qui n'ont pas eu le succès escompté. Et ça, c'est pareil, en termes de politique hollywoodienne, ça le plante aussi, quoi. Donc, tu te retrouves avec un mec comme Tom Cruise qui comment dire, qui est le contrôle fric qu'on présentait, quoi, qui est un mec, comment dire... à l'ancienne. À l'ancienne, et qui a des velléités, en fait, d'être un vrai patron de studio, tout en restant une star, qui se plante, et qui, comment dire, n'a plus les appuis qu'il avait. Le contrat avec Paramount a été plus ou moins relancé avec Mission Impossible 4, on y allait chercher Brad Bird, et c'est moi je trouve un vrai coup de flair, en fait, parce qu'il fallait faire passer la franchise. Voilà, et puis il fallait le faire passer au live. C'était son premier film live. Ouais, voilà. Mais bon, enfin, quelque part, en fait, la logique du Tom Cruise inoxydable, le mec qu'on pouvait plus, elle avait complètement disparu, parce que de toute façon, à l'intérieur même d'Hollywood, le mec avait planté un studio qu'il a récupéré, alors certes, qui était bien un peu en forme, la United Artists, ça faisait quand même 20 ans que c'était sous superfusion, quoi. Bien carré. Voilà. Il a plusieurs films, en fait, qui sont des franchises qui sont bâties sur sa gueule, quoi, sur Tom Cruise présente, tu vois, qui sont Night and Day, tu l'as cité tout à l'heure, Edge of Tomorrow, Oblivion. Jack Reacher, Oblivion, qui sont tous des films qui ont, pardonnez mon anglicisme, underperformé, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont fait moins que ce qui était attendu, quoi. En plus, Edge of Tomorrow a vraiment un marketing minable, le titre qui a été changé 15 fois. Voilà. Alors que vraiment, ils avaient pour une fois, ils avaient quelque chose qui était solide, quoi. Oui, mais l'image du film est très bonne. Ouais. Ah non, mais aujourd'hui, ce qui nous en reste. Mais, et étonnamment, en fait, c'est des films. Il dit underperformé, c'est à juste titre. En termes de box-office, ouais. Et étonnamment, parce que justement, Tom Cruise a ce star power énorme, c'est-à-dire que même quand un film comme Jack Reacher ne rapporte pas le score escompté, on lui accorde quand même une suite qui se plante. Avec Edward Zwick. Avec Edward Zwick. Edge of Tomorrow, il y a une suite qui est prévue alors que ça s'est planté. Et qu'en plus, effectivement, il y a un changement de titre, donc ça devient un peu confus. Kill, Death, Retry, Kill, Die, Retry. Live, Die, Repeat, je sais pas quoi. Et en plus, il y en a encore une autre version qui existe, enfin, de titre. Voilà. C'est tellement bizarre la manière dont ils l'ont marketé, c'est scandaleux même. Et je pense qu'en additionnant toutes ces pas anecdotes, mais toute cette façon de dériver une carrière, même s'il a essayé de reprendre le contrôle de tout ça, même si moi je trouve personnellement que quand tu tournes avec Doug Liman alors que tu as tourné avec Oliver Stone ou John Woo ou Kubrick ou même Paul Thomas Anderson, enfin plein de réalisateurs comme ça, c'est un peu en dessous du niveau.
Bah voilà, et il faut aussi compter que effectivement à l'époque de Mission Impossible 3, il s'est un peu débarrassé de comment il s'appelle de Robert Downey pour finalement au bout d'un moment récupérer Christopher McQuarrie qui a plus ou moins son entre guillemets yes man en fait, en tout cas son homme de confiance, Oui. Son script doctor. son script Qui est son doctor script qui va doctor, lui voilà. retoucher et comme c'est le cas sur la momie. Ce qui est Tous très ces, étonnant d'ailleurs parce que Christopher McQuarrie est plutôt un bon scénariste et un mec plutôt efficace. Plutôt, Et là, quand tu le vois au générique de ça, tu te demandes ce qu'il a fait exactement. Mais je pense que personne. Il y a je des moments pense où que tu dois signer des chèques et tu je dois pense que payer c'est tes impôts. hein. mais je pense aussi que c'est au-delà de ça. En fait, c'est là où quand on regarde un film comme ça et qu'on se dit, il n'y a même pas la Tom Cruise touch. En fait, c'est-à-dire qu'à part que c'est complètement superficiel et que ça sert pas à grand chose, le fait de mettre Christopher McQuarrie, ça veut pas forcément dire. Enfin, encore une fois, à mon avis, le studio ne lui a pas accordé à Tom Cruise suffisamment de latitude pour repenser le film comme il fallait le repenser éventuellement. En tout cas, en opposition à la date de sortie qui était déjà prévue et qu'il fallait absolument en fait respecter pour lancer leur grand univers étendu quoi. Oui, de la Donc, même façon que je pense que le choix de Réal est un peu par dépit, quoi. C'est-à-dire qu'il est à coquiner aujourd'hui avec J.J. Abrams, avec sa clique et tout. Mais il n'empêche que choisir ce mec-là aujourd'hui, qui a pas beaucoup d'expérience pour réaliser un blockbuster pareil, j'ai du mal à penser que c'était le premier choix de Tom Cruise, quoi, pour ce film-là. Ouais, et puis, mais bon, en même temps, c'est dans la logique de Marvel et tout ça, c'est-à-dire que dans la logique de l'univers étendu, c'est qu'encore une fois, on va chercher des réalisateurs qui comment dire, qui n'ont pas forcément fait plusieurs blockbusters sous leur ceinture, mais qui, voilà. Le truc, c'est que Doug Liman en a fait plusieurs avant de se lancer dans Edge of Tomorrow. Mais voilà, donc le truc, c'est que je pense que, en fait, on est à un point charnière de Tom Cruise dans sa carrière où, à mon avis, comment dire. Enfin, moi, je pense pas me tromper, mais à mon avis, le film va se planter, va pas forcément lancer le Dark Universe attendu, et je pense que Tom Cruise va devoir se réinventer de nouveau, parce que là... Et puis il a son âge, mine Et de puis, il y a rien. un autre truc, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que il a là, 57 Il ans. pourra pas Voilà. courir toute sa vie. Mais il a beaucoup bâti court ces vite dernières encore. années. vrai qu'il court C'est assez toujours marrant ça d'ailleurs parce que c'est venu plutôt sur le tard ce côté Jackie Chan, j'ai envie de dire quoi, de Tom Cruise, c'est-à-dire le mec qui fait les cascades lui-même ou Bebel ou Oui, bon voilà tous peut-être ces Belmondo. acteurs très physiques et tout. Et tu peux pas t'empêcher de te dire que même si le mec est un peu au-dessus de la moyenne de nous autres mortels, il va y avoir un terme là-dessus. Il va le remplacer par quoi en fait Et maintenant ça se voit un peu pas sur ses rites parce que lui il est impeccable de visage. Vraiment quand tu le vois, d'ailleurs il est passé à la télé pour faire sa promo. Tu vois le visage télé, le visage tel qu'il est au cinéma, il fait beaucoup plus jeune. Il est vraiment, tu sens la magie de la chirurgie. Mais il y a un truc qui est presque risible à un moment, c'est qu'il le filme de son torse en fait. Il le filme et s'arrête vraiment à la poitrine au haut du torse sans montrer le bas. Et parce que le bas commence un peu à ça fait il a 57 ans le pauvre. Ah oui. Et il y a un moment où la momie vient lui chatouiller le bide et c'est ce qui lui fait des guillis en fait. C'est vraiment une scène grotesque parmi d'autres. Et là à ce moment-là je me suis dit ça a l'air d'être une doublure. Donc en fait il se fait pas doubler pour il s'accroche à un avion, il s'accroche à un immeuble, n'importe quoi. Mais par contre pour des trucs de base, c'est-à-dire avoir l'air plus jeune, je crois que là il va tenter, ça va être le moment, le glissement de Tom Cruise, c'est le moment où il va simplement plus assumer son âge en fait. Il va être une espèce de monstre. On sait quoi. qu'il tourne Mission Impossible de nouveau avec Christopher McQuarrie, ce qui est quand même, moi je pense, Une C'est erreur. un peu super bizarre. Ouais. non mais comme la reprennent momie en le fait même qui a réal. un aveu d'échec, c'est-à-dire qu'en fait pour moi C'est qu'il y avait le plus fait qu'on personne. parle de Tom Cruise aujourd'hui, ce que ça représente d'une certaine manière, c'est pas que la carrière de Tom Cruise en soi, c'est ce que ça représente sur ce qu'est devenu Hollywood aujourd'hui. C'est-à-dire que à une certaine époque, la bonne star pouvait imposer le bon réalisateur sur le bon projet pour bien le mettre en valeur. Certes, c'était ça le deal, mais ça fonctionnait. Le truc, c'est que on n'est plus dans un cinéma de réalisateurs, mais depuis longtemps. Hein, et le fait que Tom Cruise lui-même n'arrive plus à imposer des réalisateurs en fait derrière ces projets-là, c'est la démonstration même que comment dire, il y a un cap qui a vraiment changé dans le fonctionnement d'Hollywood vis-à-vis de c'est-à-dire à une époque sur les blockbusters, tu pouvais avoir un Paul Verhoeven, tu pouvais avoir un John McTiernan, tu pouvais avoir des mecs qui avaient une patte en fait, qui pouvaient imposer un truc, un James Cameron, bon même si lui il est parti dans d'autres sphères, mais le truc c'est que qui pouvait imposer un comment dire Une un vision. cadre, je trouve, une vision, un cadre de cinéma, de blockbuster, d'auteur. C'est-à-dire que t'as plus du tout, même si Tom Cruise pouvait être l'auteur de Mission Impossible, il était l'auteur de Mission Impossible avec Brian De Palma.
avec John Woo, et le truc c'est que là reprendre Christopher McQuarrie, c'est s'assurer quelque part de pouvoir se dire bon, je peux quand même contrôler encore le film d'une certaine manière, quoi. Et je pense sa seule franchise. C'est ça clique. C'est un peu problématique, surtout dans la franchise Mission Impossible, c'est que c'est une franchise qui n'a pas vraiment de narration. Enfin, à chaque fois il reboot, l'équipe revient vaguement, mais enfin on sait pas trop. Mais parce que le réalisateur apporte son propre univers, et là qu'ils reviennent avec le même. Et je me demande aussi s'il n'y a pas une espèce de recherche enfin, c'est pas contextuel simplement à Hollywood, c'est que si tu te demandes s'il n'y a pas une recherche lui-même chez Tom Cruise de retrouver une espèce de tranquillité peut-être, et qu'il a passé peut-être l'âge de se remettre en danger et de se réinventer à chaque fois. Sauf que je pense que le temps va le rattraper au bout d'un moment et qu'il sera au bout d'un moment acculé et qu'il sera contraint de réinventer. On parle d'un acteur quand même qui a essayé de pas seulement de se réinventer, mais de trouver des nouveaux défis. C'est pas, je veux dire, l'idée de faire ses propres essais, de faire tous ces trucs où on dit c'est incroyable, on sue, le mec il est en haut du plus grand building du monde. C'est l'idée d'en fait de se dépasser complètement. Et je pense que ça va être un truc qui est au sein de sa carrière. Donc le truc, c'est que je pense qu'il est capable de se réinventer. C'est ça qui est intéressant à voir dans le futur. La Momie, grand film. Pas avec Vous la Momie, ne le verrez évidemment. pas se réinventer, en tout cas avec La Momie qui est en ce moment au cinéma. Sachez-le, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Julie à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si vous nous écoutez grâce à iTunes, faites-nous plaisir à peu de frais en laissant un commentaire et surtout en nous donnant tout un tas d'étoiles. Ça n'a l'air de rien, mais ça nous aide. Un grand merci d'avance et on vous dit à très vite.